Nous disons, le président Gbagbo, il est candidat. Vaille que vaille, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Et la candidature du président Gbagbo ne dépend pas de la candidature de X ou Y. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. C'est le choix du PPACI. À un an de l'élection présidentielle, je dois dire que l'atmosphère qui règne n'est pas une atmosphère qui amène à être optimiste. Quand je regarde la situation sociopolitique, obligatoirement, nous allons aller à une crise sans pareil. La CEI, pour nous, elle est à dissoudre. Bonsoir, chers compatriotes. Nous sommes la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. La CIED a pour mission de promouvoir le dialogue entre les partis politiques, de prévenir et gérer les violences autour des élections, promouvoir le code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidats et candidates aux élections en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ces missions, nous engageons aussi les leaders politiques à prendre leurs responsabilités, à prôner la non-violence. Alors, nous demandons, à travers notre émission de communication, à chaque leader politique de venir parler à la nation ivoirienne et à la Côte d'Ivoire profonde, pour qu'ils puissent éclairer les Ivoiriens sur les activités politiques, informer les Ivoiriens sur la tenue des élections et les Ivoiriens sur l'enrôlement et aussi sur les difficultés que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous leur demandons de faire en sorte que les Ivoiriens soient informés à travers l'émission de la CIED dénommée La Voix aux partis politiques. Cette émission pour permettre à chacun des leaders d'agir et d'informer la Côte d'Ivoire profonde sur les activités politiques de la nation. Je vous remercie. Je suis Krizoa Anangaman, secrétaire général adjoint en charge de l'administration et du suivi de l'implantation du PPACI. Je suis secrétaire exécutif de la commission électorale et application numérique du PPACI et je suis enfin vice-président de la CIED. Je dis merci à la CIED qui m'offre l'opportunité, n'est-ce pas, de parler d'un sujet assez important pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire et pour son avenir de façon générale. Je veux pouvoir dire sur la question de la situation politique en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est à un carrefour assez important. Nous sommes à pratiquement un an de l'élection présidentielle. Et à un an de l'élection présidentielle, je dois dire que l'atmosphère qui règne n'est pas une atmosphère qui amène à être optimiste. C'est une atmosphère en réalité maussade qui prévaut au sein des acteurs du processus électoral ivoirien. Je m'explique. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Et nous assistons ça et là à des annonces de candidatures. Le PPACI, qui est mon parti, est allé en convention et a désigné le président Laurent Gbagbo comme son candidat. Comme vous le savez, le pouvoir a, à travers un stratagème politique dont il a seul le secret, empêché le président Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale depuis 2020. Au prétexte, au motif que le président Laurent Gbagbo serait condamné à 20 ans de réclusion.
Bon, nous sommes un peu surpris quand nous savons que le président Laurent Gbagbo vient de sortir de la prison de la CPI après pratiquement 9 ans de procès et qu'il a été blanchi par cette instance supranationale. Nous ne comprenons pas que la Côte d'Ivoire, qui prétend aller vers des élections apaisées, se permette, sinon sauf le luxe, d'enlever le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Pour nous, ce n'est pas un fonctionnement normal pour des gens qui veulent aller à des élections apaisées. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà du président Laurent Gbagbo, il y a plusieurs autres leaders politiques qui sont empêchés d'être candidats. Notamment, je pense au Premier ministre Soro Kibafori Guillaume. Et nous disons que ce n'est pas normal. Quand nous voulons aller à des élections apaisées, ces élections doivent être revêtues du caractère de l'inclusivité. L'inclusivité va créer, pour moi, la paix sociale. Laquelle paix sociale va découler d'un dialogue national inclusif qui pourrait permettre aux uns aux autres de, comme on le dit, laver le linge sale en famille avant d'aller à ces élections. Et pour notre part, ce n'est pas normal que le gouvernement s'emploie, je dis bien s'emploie, à faire perdurer une atmosphère qui n'arrange personne. Parce que pour nous, quand il y a un conflit, et le pouvoir, et l'opposition, et la société civile, et le peuple ivoirien en pâtissent. Et ce n'est pas important, ce n'est pas opportun de le faire. Nous avons un pays qui a connu plusieurs crises post-électorales. Nous pensons qu'en 2025, il est grand temps que les Ivoiriens se parlent franchement et aillent à des élections qui, pour une fois, vont donner un vainqueur qui va pouvoir passer faire la passation des charges en bonne et due forme avec celui qui était là auparavant. Nous le souhaitons vivement et nous pensons que c'est possible si nous travaillons la main dans la main. Concernant la CEI, qui est l'organe chargé d'organiser les élections en Côte d'Ivoire, nous disons que c'est une autorité administrative indépendante, officiellement. C'est d'ailleurs la loi de 2001, la loi du 9 octobre 2001, qui a fondé la CEI. Et nous pensons que cette loi avait un esprit. L'esprit, c'était d'équilibrer les forces en présence au sein de la commission électorale. Mais cet esprit a été dévoyé aujourd'hui, puisque à l'intérieur de la CEI, vous trouvez dans la composition actuelle des membres des commissaires centraux en majorité proches du pouvoir, sinon membres du pouvoir. Je vais vous dire que la loi de 2001 prévoyait, par exemple, qu'il y ait à l'intérieur de la CEI le représentant du président de la République. Mais prévoir le représentant du président de la République s'appuyait sur une doctrine simple. C'était celle-là selon laquelle le représentant du président de la République pouvait faire partie de la commission centrale de la CEI parce que justement, à l'époque, la constitution du 1er août 2000 ne permettait pas au président de la République d'être en même temps président d'un parti politique. Vous croyez? En 2016, la constitution du 8 novembre 2016 est venue remettre ce statut en question et permet dorénavant au président de la République d'être président d'un parti politique. Donc, le président de la République n'est plus le président de tous les Ivoiriens. Il demeure le président d'une frange de la population ivoirienne, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas démocratique selon nous. Mais bon, vu que le pouvoir actuel a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, les lois qui sont mises en place aujourd'hui sont automatiquement validées et votées. Donc, l'Assemblée nationale a voté, nous sommes des républicains, nous considérons que c'est la loi, nous la respectons. Mais nous disons qu'elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'aujourd'hui, normalement, si on s'en tient à l'esprit de la loi en 2000, le président de la République ne devrait plus avoir de représentants à l'intérieur de la CEI.
Parce que le président de la République est en même temps président d'un parti politique. Ce qui est le cas du président Ouattara, qui est président de la République et président du RHDP, qui est un parti politique. Le représentant du président de la République à l'intérieur de la CEI ne peut être qu'un membre du RHDP. Donc, sinon, il est obligatoirement membre du RHDP. Et aujourd'hui, celui qui est là, qui représente le président de la République à l'intérieur de la CEI, mais nous savons qui c'est. C'est un militant indécrottable du RDR qui est devenu aujourd'hui RHDP et qui n'est pas simplement qu'un militant parce que c'est un cacique de ce pouvoir, de ce parti politique. Donc nous disons aujourd'hui que cette représentation du président de la République à l'intérieur de la CEI n'a plus droit d'être si on s'en tient à l'esprit de la loi de 2000. Deuxième chose, vous avez à l'intérieur de l'appareil le représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais la CEI qui est là a un secrétariat général où, normalement, les administrateurs s'y trouvent. Donc, normalement, le ministère peut être en backup au niveau du secrétariat général. Donc, nous ne comprenons pas la présence d'un représentant du ministère de l'Intérieur dans la commission centrale. Quand vous avez ces deux sphères, vous voyez déjà que le RHDP a déjà deux personnes. Et je dois vous rappeler que le gouvernement ivoirien, il est monocéphale. Le gouvernement ivoirien est représenté à 99,99% par des militants du RHDP. J'en veux pour preuve la dernière réunion du RHDP où pratiquement tous les ministres sont des coordinateurs du RHDP. Comprenez quelque chose? Donc on ne peut pas dire qu'il y a un distinguo entre le gouvernement et le ministère et le RHDP. C'est un parti État en réalité qui nous dirige. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons ces deux éléments. Ça fait deux déjà éléments du RHDP. Quand vous ajoutez à cela les 4 représentants officiels du RHDP, ils sont à 6 représentants. Là où il y a le problème, l'opposition est censée avoir 5 représentants. Mais les 5 représentants de l'opposition, aujourd'hui vous avez le PPACI, le PDCI, le FPI, qui ont tous un représentant au moins à l'Assemblée nationale. Donc je pourrais vous dire que ces gens ont été choisis selon un critère assez objectif. Mais après eux, vous avez le groupement politique GPP. Vous avez le groupement politique LMP, qui sont des partis politiques que le pouvoir dit être de l'opposition. Mais nous qui sommes dans l'opposition, honnêtement, je peux vous le dire, nous faisons des rencontres de l'opposition, mais ces deux partis-là ne sont pas avec nous à l'opposition. Ça, c'est d'un. De deux, ces deux partis-là, au dialogue politique, quand nous arrivons au dialogue politique, nous avons des positions en tant qu'opposants, mais ces deux partis-là ont des positions contradictoires qui vont dans le sens des propositions du parti au pouvoir. Donc, nous ne comprenons pas que ces deux partis soient mis dans la case opposant, alors qu'en réalité, c'est des partis qui travaillent pour le pouvoir. Vous comprenez? Ça, c'est d'un. De deux, en termes de représentativité sur l'ensemble du territoire national, le PPACI, le PDCI, le FPI arrivent à le faire. Mais ces deux partis-là n'ont pas l'envergure nationale qui normalement devrait aller avec une telle responsabilité. Donc aujourd'hui, c'est facile de voir que sur l'ensemble du territoire national, c'est plutôt des représentants du RHDP qui viennent combler les manquements, sinon les manques de ces partis politiques sur le terrain. Donc, nous sommes en train de vous faire comprendre que le RHDP multiplie sa représentation sur le terrain. Et le résultat est sans appel. Les CEI locales à 99,99% ont pour président des membres du RHDP. Parce que justement, l'opposition n'est pas constituée d'opposants, mais l'opposition est constituée d'individus désignés opposants par le pouvoir en place qui sont en réalité leurs propres éléments sur le terrain. Donc, voici le problème qu'on a. La société civile, il en va de même pour la société civile. La société civile a 6 représentants. Mais les 6 représentants de la société civile, ils sont désignés par l'État.
Donc par le RHDP. Parce que je vous ai expliqué tantôt que c'est un pouvoir RHDP gouvernemental, c'est monocéphale. Pourquoi je dis ils sont désignés par l'État? Il n'y a pas de critères objectifs pour la désignation des responsables de la société civile. On devrait pouvoir permettre aux responsables de la société civile de s'organiser, de se réunir et puis de dire voici nos propositions. Dans le cas où ce n'est pas possible, on devrait pouvoir établir des critères objectifs en termes de présence, le temps de présence sur le terrain, parce qu'une structure qui est née en 2024 ne peut pas venir un coup appartenir à la CEI. Il faut avoir fait au moins 10 ans de présence sur le terrain et il faut qu'on sente que cette structure de la société civile travaille réellement sur le terrain pour qu'elle soit à l'intérieur de la CEI. Et puis l'expertise. Il faut que l'expertise de ces structures-là soit avérée et reconnue de tous. Mais nous avons des structures qui sont nées il n'y a pas longtemps à l'intérieur de la CEI. Nous avons des structures qui n'ont pas d'expérience, d'expertise, avérée sur le terrain, qui sont à l'intérieur de la CEI. Donc nous dénonçons cela. Voilà un peu les problèmes que nous avons au niveau de la recomposition de la CEI. Deuxième chose, c'est la liste électorale. N'est pas bonne. Et ce n'est pas nous qui le disons. L'ONESI, qui est l'organe chargé d'éditer la carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire, a fait des déclarations allant dans le sens de plusieurs scandales sur la nationalité ivoirienne. Je parle de plusieurs scandales qui peuvent même friser le million de cartes frauduleuses d'identité éditées par des VE, par des individus, avec des instruments qui leur appartenaient. Ça, c'est l'ONESI qui l'a déclaré. Ensuite, des organisations internationales comme l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, Frontex, qui est l'organisation des gardes-côtes européennes, et puis l'OCDE, qui est quand même une structure reconnue de tous, ont dénoncé que la Côte d'Ivoire avait le plus gros contingent de migrants ces dernières années en Europe, vers l'Europe. Ce à quoi le ministre de l'Intérieur, M. Diomandé Bagondo, a rétorqué qu'il n'en était pas, que ce n'était pas vrai. Parce que ces individus, c'est pas sûr qu'ils soient ivoiriens. Ils ont déclaré être ivoiriens ou peut-être la carte d'identité ivoirienne, mais en réalité, c'est pas sûr qu'ils soient ivoiriens parce qu'il n'y a pas eu de vérification entre les services ivoiriens et les services européens sur la question. Mais on parle d'une cinquantaine de milliers, sinon d'une centaine de milliers de migrants ivoiriens. Et l'État de Côte d'Ivoire dit que ce n'est pas sûr que ce soit des Ivoiriens. Donc, il y a un problème sur la nationalité ivoirienne. Pour nous, c'est des faits suffisamment graves. Mais il n'y a pas que ça. La liste électorale actuelle comporte en son sein 2 094 756 personnes qui ont été identifiées comme ne remplissant pas les conditions de l'article 7 du Code électoral. Lequel article 7 dit, entre autres, pour être sur la liste électorale, il faut avoir le nom de vos pères et mères inscrits sur la dite liste électorale. Mais lorsqu'on a plus de 2 millions de personnes répertoriées sur cette liste électorale et qui n'ont pas le nom de leur père et de leur mère inscrits, nous pensons qu'il y a problème. Nous ne disons pas que ce n'est pas des Ivoiriens, mais nous disons que l'enrôlement est un acte individuel qui s'est fait personnellement sur le terrain. On n'enrôle pas quelqu'un sans sa présence. Donc, l'agent enrôleur qui est censé faire le travail, il va forcément vous poser la question, même quand vous avez affaire à une carte d'identité où il n'y a pas le nom du père et de la mère, il va vous forcément poser la question de savoir quel est le nom de votre père, quel est le nom de votre mère. S'il y a 2 millions de personnes, plus de 2 millions, qui n'ont pas le nom des pères et des mères sur la liste, nous nous posons légitimement la question de savoir comment ça a été possible. Et ça nous emmène à aller vers le scénario que nous dénonçons depuis toujours pour dire qu'il y a des enrôlements qui se font en dehors de la phase officielle d'enrôlement. Parce que sinon, comment comprendre que plus de 2 millions de personnes soient inscrites sur la liste électorale sans les noms des pères et mères? Je rappelle que la pièce d'identité où il n'y a pas le nom des pères et mères est sortie il n'y a même pas longtemps. Sans filiation, là, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est sorti, je crois, récemment, dans les années 2016-2017. Mais si cette carte d'identité est sortie il n'y a pas longtemps, et qu'on nous dit qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont sans père et mère sur la liste électorale, ça pose un problème. Quand on sait que de 2010 à 2024, où on se parle, l'enrôlement a produit autour de 2,5 millions
a fait 2,5 millions de personnes enrôlées sur la liste électorale. Et quand nous le disons, nous le pensons sérieusement pour sortir de la crise au niveau de la liste électorale. Il faut pouvoir établir la confiance entre les différents acteurs. Et cette confiance-là, elle passe forcément par une liste électorale épurée de tout ce qui n'est pas normal. Et nous pensons que seul un audit est capable de garantir les intérêts des uns et des autres. On nous dit qu'on veut faire sortir 2 millions de personnes, mais ce n'est pas de notre faute. S'il y a 2 millions d'électeurs qui ne sont pas régulièrement inscrits sur la liste électorale, la loi demande de les faire sortir, purement et simplement. Ce n'est pas moi, Anangama, qui le dit, c'est la loi. Et nous voulons que la loi soit appliquée. Dans le registre d'application de la loi, nous voulons aussi que l'article 6 du Code électoral soit respecté. Et le même article 6 dit, de la loi du Code électoral, il dit que la révision doit se faire annuellement. C'est même repris par la loi du 9 octobre 2001 qui précise que la révision électorale se fait annuellement. La CEI nous dit, à travers son président, je pense que c'est son président parce qu'il faut dissocier le reste de la CEI de son président, c'est le président de la CEI qui nous dit que comme il n'y a pas d'affluence, ce n'est pas la peine de faire une révision annuelle. Mais c'est le même président de la CEI qui dit sur un plateau de TV5 que la révision se fait annuellement en Côte d'Ivoire. Il a été très tôt rattrapé par la journaliste. Et nous disons qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas à lui, président de la CEI, de venir changer la loi. Et nous dit que la loi doit être appliquée intelligemment sur la question. J'ai dit, mais quand vous voulez appliquer la loi intelligemment sur la question, pourquoi vous n'appliquez pas cette même loi intelligemment concernant la présence du président Gbagbo sur la liste électorale? On ne va pas appliquer la loi intelligemment, d'après vous, à géométrie variable, selon vos intérêts. Nous disons non. Et nous disons qu'il y a un problème concernant la liste électorale et il faut s'asseoir pour le régler. Et nous pensons qu'un dialogue inclusif est la seule solution qui pourrait nous permettre d'établir les bases de cet audit, qu'il soit national ou international, mais qui puisse nous permettre à terme de sortir une liste électorale approuvée par tous et surtout épurée de toutes ces impuretés. On a le problème du découpage. Vous comprenez, le découpage, il est simple. Hein? Pour nous, il faut aller à un découpage logique. Ce n'est pas les territoires qui votent, c'est les individus qui votent. La base du découpage de partout dans le monde, c'est la démographie. Nous proposons simplement une démographie à 70%. Et puis, les 30% qui restent seront affectés aux autres critères. C'est simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il ne faut pas faire des choses en fonction de ses intérêts. Nous n'avons même pas intérêt aujourd'hui, par exemple, parlant de découpage législatif, à supprimer les postes législatifs qui existent déjà. Non, on les maintient, mais on améliore les autres zones. C'est l'idéal. Et ça, c'est autour d'un dialogue politique que ça peut se résoudre. Sur la question du Conseil constitutionnel, c'est une question assez importante. Parce que le juge constitutionnel est le dernier ressort en matière d'élection présidentielle. Il faut dire que le mode de désignation du président du Conseil constitutionnel, sinon des membres du Conseil constitutionnel, ne nous sied pas. Comme on dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le constitutionnaliste Royer Collard qui l'a dit, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Le monde évolue. Et quand on évolue, il faut évoluer avec son temps. Donc aujourd'hui, la réalité des faits est que le Conseil constitutionnel aura à jouer un grand rôle. Et quand on se dit majoritaire, normalement, on ne devrait pas avoir de problème à faire en sorte que le président du Conseil constitutionnel soit élu. Voilà. Nous proposons qu'on revoie le mode de désignation du président du Conseil constitutionnel. Et un accord politique peut être trouvé entre les différents partis et puis on va avancer. L'objectif étant d'assurer à la Côte d'Ivoire une élection apaisée, crédible et transparente en 2025. Nous sommes semblables à des entraîneurs qui préparent leur équipe eux-mêmes. Je fais le rapport analogue avec le football. Et l'entraîneur qui veut gagner là, il prépare son équipe de sorte que l'équipe soit prête pour le match. On ne s'occupe pas de l'adversaire. Voilà, ce n'est pas notre priorité. Nous, au PPACI, nous avons organisé une convention. À cette convention, les différentes instances du parti
les différentes structures du parti sont intervenues pour dire que c'est le président Gbagbo qui est notre candidat. Nous en tenons à ça. Nous travaillons actuellement auprès de la base à faire en sorte que le président Laurent Gbagbo ait le maximum d'électeurs relativement à la révision de la liste électorale. Nous sommes en train de déployer tous les moyens pour que au soir d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo soit élu président de la République de Côte d'Ivoire. Voici ce à quoi nous nous attendons. Vous comprenez? La candidature de Ouattara, vraiment, c'est le problème du RHDP. Vous comprenez? Et nous, ça ne nous émeut pas. D'autant plus que nous disons que Ouattara soit candidat, que Ouattara ne soit pas candidat, le président Gbagbo, il est candidat. Et la candidature du président Gbagbo ne dépend pas de la candidature de X ou Y. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. C'est le choix du PPACI. C'est le choix des militants du PPACI, qui ne sont pas des enfants. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Non, on a besoin d'un président, il n'y a pas quelqu'un au PPACI. Non, messieurs, il n'y a pas quelqu'un. Le candidat du PPACI, il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est le choix des militants du PPACI. Vaille que vaille, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Parce que ceux-mêmes qui ont pris ces condamnations contre le président Laurent Gbagbo savent pertinemment que le président Laurent Gbagbo n'est pas coupable de ce dont il est accusé. C'est une machination politique qui doit prendre fin dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il faut que les uns et les autres le sachent. La candidature du président Laurent Gbagbo n'est pas une candidature au hasard. Nous nous sommes privés d'aller aux élections pendant plus de 2010 à 2021, pendant 11 ans. Nous ne l'avons pas fait pour venir demain nous voir adjoindre une instruction pour dire vous n'avez pas le droit de présenter le président Laurent Gbagbo. C'est notre candidat naturel et aujourd'hui il est le candidat effectif au sortir de notre convention. Et nous souhaitons que cela, le pouvoir l'entende bien. Nous n'allons pas déroger à cette règle-là. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et il sera notre candidat. Voilà ce que nous voulons dire là-dessus. Les crises électorales à répétition sont le fruit de l'incompréhension et du manque de dialogue, selon nous. Le diagnostic, il est clair. Chaque fois qu'il y a eu dialogue, on a pu aller à des élections apaisées. J'en veux pour preuve le dialogue de 2020 qui a conduit aux élections de 2021. À ce dialogue, les uns et les autres ont eu à dire ce qu'ils avaient à dire. Si toutes les requêtes de l'opposition n'ont pas été prises en compte, il faut dire qu'il y a eu un service minimum qui a permis à l'opposition d'aller aux élections. Donc, nous demandons simplement que ce dialogue-là soit reconduit. Et quand on sort de ce dialogue, honnêtement, je pense que les conditions seront réunies à moitié pour aller à des élections apaisées. L'autre moitié, bien sûr, appartenant aux différents états-majors des partis politiques qui devront eux-mêmes se poser la question de savoir est-ce que nous devons pouvoir aller à des élections apaisées ou pas. Et dans quel intérêt? Pour nous, au PPACI, nous travaillons pour le peuple. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le peuple ivoirien, n'est-ce pas, n'ait pas à vivre les actes de la crise post-électorale. Donc, nous considérons que le PPACI a besoin de paix pour se développer, tout comme la Côte d'Ivoire a besoin de paix pour se développer. Nous demandons aux différents acteurs du processus électoral ivoirien de mettre balle à terre, de savoir raison garder, surtout de regarder dans la direction du peuple ivoirien pour prendre des décisions. Nous, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et nous pensons que si tout le monde se met à l'œuvre comme nous le faisons, nous pensons que nous aurons des résultats importants. L'élection inclusive passe par un dialogue politique inclusif. Voilà. Donc, nous pensons que le pouvoir devrait pouvoir nous écouter et on va aller à la paix. Je dois dire que l'appel a été lancé et l'histoire suit son cours. Nous sommes assaillis par de nombreux partis politiques qui frappent à la porte et je pense que dans peu de temps, nous aurons une réponse claire à ces différentes sollicitations. Il faut dire que l'appel a été lancé par le président Laurent Gbagbo qui n'est pas n'importe qui sur la scène politique ivoirienne. Il a fait ses preuves. Quand on a affronté Oufoué, mais excusez-moi, vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a affronté le président Oufoué-Boigny, honnêtement,
on est rodé au rouage de la chose électorale en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a affronté le président Houphouët. Il est sorti officiellement avec un score que vous savez, de 18%. Mais nous savons tous la vérité des faits. 90, et le président Laurent Gbagbo n'est pas un nouveau venu sur la scène politique nationale. Et c'est ce qui fait que les Ivoiriens ont confiance en lui. C'est ce qui fait que les politiques ivoiriens ont confiance en lui. Et nous pensons que le président Laurent Gbagbo sera la locomotive qui va guider la Côte d'Ivoire vers le bon port. Je suis Blé Richard Ouani, président de la DLC, la démocratie pour la liberté et la cohésion. Alors, en ce qui concerne la question de savoir ce que je pense de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, il faut dire que lorsque la DLC a parcouru le territoire ivoirien, dans toutes les régions, bien sûr, et puis au niveau des couches sociales, les paysans, les étudiants, les élèves, les fonctionnaires, il faut dire en toute franchise que les Ivoiriens ont vraiment la peur au ventre en ce qui concerne la situation sociopolitique. Les Ivoiriens ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu en 2002, pour ne pas dire en 99, en 2002 et en 2011. Mais dans l'intervalle de 2002 à 2011, nous avons vécu aussi des situations en 2004, en 2006. C'était difficile pour les Ivoiriens, où des gens ont laissé leur famille et sont allés en exil. D'autres sont morts en exil sans jamais connaître cette fierté d'être enterré par leurs propres parents. Et c'est encore difficile, c'est encore frais dans la tête de tous les Ivoiriens. Alors, pour dire vrai, les Ivoiriens sont inquiets. Ils veulent une certaine quiétude, ils veulent une certaine paix. Ils ne veulent plus revivre tout ce qui a été fait comme ce qui était inhumain. En ce qui concerne la réforme de la CEI, je voudrais dans un premier temps laisser cette question et puis dire l'inquiétude réelle de notre parti, la DLC, la démocratie pour la liberté et la cohésion. C'est le Conseil constitutionnel. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais souvenez-vous qu'en 2011, le Conseil constitutionnel avait proclamé 2 personnes, en la personne, d'abord, premièrement, le président Laurent Gbagbo, alors président du FPI, et le président Alassane Ouattara, à l'époque, dans l'opposition. Et donc, le Conseil constitutionnel lui-même, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut aussi être inquiet en ce qui concerne la position du Conseil constitutionnel, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui donne en dernière position, n'est-ce pas, la victoire, qui proclame la victoire réelle du candidat gagnant. Et donc, nous ne voudrions pas revoir ces mêmes choses où on disait le diable nous a possédés. Non, mais il ne faut pas dire que le diable nous a possédés. Mais je pense que ce jour-là, le diable avait possédé le Conseil constitutionnel. Et c'est ce qui est aussi la réalité. Alors, il faut aussi se pencher. C'est vrai, on parle de la CEI, mais il faut regarder aussi dans la direction du Conseil constitutionnel. Il faut avoir un regard très accru sur le Conseil constitutionnel qui... Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il donne la victoire à quelqu'un qui n'a pas gagné. Parce que ça s'est passé en 2011. Qui avait gagné? La question reste encore posée. Qui avait réellement gagné les élections de 2011? Il faut aussi répondre à ça. Et puis, ensuite, on parle de la CEI, qui pour moi est un appareil qui est en dessous du Conseil constitutionnel. En ce qui concerne la CEI, c'est un combat de longue date. C'est un combat de longue date qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, non seulement il faut réformer la CEI, et puis, que ce soit dans la forme, mais aussi dans le fond. Mais aussi dans le fond.
les partis politiques réclament une représentativité correcte, une répartition des postes au niveau de la CEI. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et puis, j'ai envie de dire que je me pose toujours cette question. Notre parti, et j'ai envie de dire que les groupements politiques aussi partagent mon inquiétude, qui est que, est-ce que le président de la CEI est réellement libre de ses actions? Est-il réellement libre de ses actions? N'est-il pas à la solde du parti au pouvoir? Je ne parle pas seulement de lui, mais aussi de tous les présidents qui se succèdent, n'est-ce pas, à la tête du conseil et du cadre de la CEI. Ce sont ces questions qu'il faut aussi se poser. Et donc, c'est quelque chose de fondamental pour nous, pour que nous puissions aller à une élection libre et apaisée, qui peut apporter la paix sur tout le territoire ivoirien. En ce qui concerne le président de notre pays actuel, le président Alassane Ouattara, son excellence le président Alassane Ouattara, en ce qui concerne sa candidature, les uns et les autres disent qu'à la réalité, il n'a pas le droit d'être candidat, vu que la Constitution lui permettait seulement 2 mandats. Et on parle d'une deuxième république. Ce qui nous pose problème, et c'est pour cette raison que je parlais de conseil constitutionnel un peu plus avant. Ce qui nous pose problème ici, c'est l'interprétation des textes. C'est l'interprétation des textes qui nous pose réellement problème. Si l'appareil judiciaire, sinon, j'ai envie de dire les magistrats, tout ce Gotha, toute cette intelligence-là, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, s'ils s'asseyent réellement, pour nous dire clairement ce qu'il y a ou ce qu'il faut faire, je pense que nous allons épargner notre pays d'une crise, et je pèse mes mots, d'une crise certaine et inéluctable. Une crise certaine et inéluctable. Je vous dis une chose. Savez-vous que jusqu'à présent, là où nous sommes, savez-vous qu'il y a certains peuples qui ne peuvent pas se fréquenter, qui étaient avant liés, mais qui ne peuvent même pas se fréquenter. Savez-vous que par la politique, des couples ont été dissous? Donc, la plaie reste encore béante. La plaie reste encore béante. On a juste mis au-dessus de la plaie une petite couche de beurre de karité. C'est tout. Et lorsque vient le soleil, cette couche de beurre de karité là se dissipe. C'est ce que moi j'ai à répondre. Et si j'ai un appel à lancer au nom de la paix, au nom de la paix, pour l'amour des Ivoiriens, pour l'amour de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire étant un pion essentiel en Afrique ici, je demanderai au président Alassane Ouattara de bien observer la situation sociopolitique. Est-ce que sa candidature est bonne ou n'est pas bonne? Je demanderai aussi au président même Laurent Gbagbo, est-ce que sa candidature est bonne ou qu'elle n'est pas bonne? Parce que tout compte fait, on ne va pas gouverner les morts, on gouverne des vivants. On ne gouverne pas les morts. Les candidatures vont générer, j'ai envie de dire, une crise sans pareil. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, regardez, il y a une inquiétude que moi je voudrais partager avec vous. Vous vous souvenez que le président Laurent Gbagbo a été déporté, n'est-ce pas, à La Haye. Cette plaie reste encore béante. Et là-bas, il a été disculpé de tout. De tout. Je dis bien de tout. Et il revient en Côte d'Ivoire. La question reste encore posée. Et donc, qui a tué ces 3000 personnes dont on parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il faut que la question trouve une réponse réelle. Et donc, quand c'est comme ça, le côté juridique regarde de l'autre côté. Puisqu'ils étaient 2 à se battre, on regarde de l'autre côté. Voici la question que nous nous posons aujourd'hui. Comment se passent les choses? Il faut que ces personnalités-là réfléchissent par 2 fois avant de poser leur candidature. C'est ce que nous disons, sans détour. Cette question, qu'est-ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire ait des élections apaisées? Qu'est-ce qu'il faut? Cette question, elle est épineuse pour nous. Y répondre directement serait être un peu fou. Parce qu'il y a beaucoup de choses
qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'il faut? Là, nous sommes déjà pratiquement en 2025. Est-ce que ce que nous allons donner aujourd'hui comme remède pourra aider les Ivoiriens? Il fallait le faire avant. On me dira que je suis fou si je dis qu'il faut que le président Alassane Ouattara se retire. On me dira que je suis fou si je dis qu'il faut que le président Laurent Gbagbo se retire. On me dira que je suis fou si je dis laissons, n'est-ce pas, la nouvelle classe politique montante, n'est-ce pas, faire aussi ses preuves. On me dira que je suis fou de le dire. Et pourtant, c'est aussi réfléchi. Parce que quand je regarde la situation sociopolitique, obligatoirement, nous allons aller à une crise sans pareil. Je le dis encore une fois de plus. Si aujourd'hui il arrivait que le président Laurent Gbagbo était candidat et qu'il gagnait les élections, est-ce que le parti au pouvoir lui donnera sa victoire? Si le président Alassane Ouattara, en tant que candidat, gagnait aussi les élections, est-ce que l'opposition va accepter cette victoire? Est-ce que cette victoire ne sera pas obstruée de tricherie de part et d'autre? Voici la question. Et donc, je me répète, répondre réellement à cette question serait un peu être trop prétentieux. Je suis le président Loulou Yoro, président du PRDD, le Parti de la Renaissance démocratique et du développement, créé depuis 2014 et agréé en 2019 à l'État de Côte d'Ivoire. La lecture que nous, au PRDD, nous faisons de la situation politique actuelle, cette lecture est bienvenue parce que pour nous, la situation est critique. La situation ivoirienne, il faut la juger pas très prometteuse. L'opposition elle-même n'est pas dans une démarche politique normale. Le régime, encore pire, à mon sens, détient encore un pouvoir au-delà de ce qui de ce qui est de son ressort, c'est-à-dire la mainmise sur les institutions, la mainmise sur toutes les entités qui devraient normalement être libres pour un arbitrage, disons, normal, un arbitrage propre et qui conduirait la nation, comme son sens l'indique, la nation à une fraternité totale. Donc, pour nous au PRDD, la situation n'est pas agréable. Il faut réellement la critiquer, il faut l'apprécier. Nous l'apprécions nous l'apprécions mal. La CEI, elle, on ne doit même pas l'appeler CEI, le sigle CEI, qui devrait signifier Commission électorale indépendante. On doit certainement l'appeler Commission électorale dépendante. Oui, CED, Commission électorale dépendante. Pourquoi? Parce que la CEI n'est pas pour le bien de la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une commission dite indépendante soit guidée, soit pilotée par, disons, certaines forces. Nous ne pouvons pas comprendre que la CEI soit, en deuxième point, nous ne pouvons pas comprendre que la CEI ait été un sujet de discussion depuis plus de 20 ans et que cette CEI régresse dans sa démarche. Nous ne pouvons non plus comprendre que la CEI, qui normalement a été mise en place parce que les élections en Côte d'Ivoire semblaient non bien arbitrées, la CEI qui donc a été mise en place
pour donner une image modeste, une image modèle, une image exemplaire à la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas comprendre que ce soit cette CEI qui plonge notre nation, une nation quand même convoitée en Afrique, et c'est une commission électorale dite indépendante qui plonge la Côte d'Ivoire davantage dans la régression. La CEI, pour nous, elle est d'ailleurs à dissoudre. Elle est à dissoudre, et parce que par le passé, les élections se faisaient par le ministère de l'Intérieur. Nous pensons même que les critiques à l'endroit du ministère de l'Intérieur sont aujourd'hui moindres par rapport à des critiques à l'endroit de cette CEI. Des gens sont dans une façon bicéphaliste, des dirigeants de la CEI ils sont doubles, et ils sont dans une démarche, dans une frénésie qui semble ne pas entendre le cri des Ivoiriens, le cri de cœur des Ivoiriens. On va de plus en plus à reculons. Donc c'est une série pour moi qui, ma foi, ne doit pas être comptée comme un arbitrage pour nous aux élections. Moi je pense que les candidatures, d'abord partant de la candidature du président Laurent Gbagbo, est normale. Quelqu'un qui a été attaqué dès le début de son gouvernement, sinon du moins de sa gérance. Quelqu'un qui a été élu et validé par la loi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire par le Conseil constitutionnel, et qui a commencé à gouverner, et à 1 an, 8 mois de sa gouvernance a été attaqué, et qui, malgré cette difficulté de guerre dans laquelle nous vivions, qui a géré la nation comme il se doit, comme un bon courageux, ce monsieur-là, c'est normal qu'il soit candidat dès son retour de la mort. C'est normal qu'il soit candidat, et nous applaudissons sa candidature, parce que après son attaque, après l'attaque qui a été perpétrée contre lui, il fut déporté dans plusieurs directions, et jusqu'à ce qu'il soit jugé à La Haye, 7 ans durant, 8 ans, et il revient acquitté. Mais c'est joyeux que ce monsieur soit candidat en Côte d'Ivoire dans son pays, parce que la justice internationale, dite internationale, l'a donc a arbitré et l'a justifié. C'est normal que ce monsieur... Moi, je crois qu'il ne faut pas brûler le pays, parce qu'on ne peut pas reprocher une chose à une femme dans son foyer et venir faire pire que ce qu'on lui reproche. On a reproché la corruption à Gbagbo Laurent. On a reproché l'amusement à Gbagbo Laurent. On a reproché les détournements de fonds à Gbagbo Laurent. On a reproché tout ce qu'on peut à Laurent Gbagbo. On a reproché la cherté de la vie à Gbagbo Laurent. Mais on est venu faire 4 fois pire que ce que Gbagbo Laurent a fait. Pendant que Gbagbo, lui, dans la crise, a réussi à maintenir le pays, parce que, pour exemple, le pays est découpé en 2 et Gbagbo paye les fonctionnaires, il ne trouve pas d'argument. Alors moi, je crois que je voudrais dire au président du RHDP, sinon du RDR, le président Alassane Ouattara, savoir partir sauve les autres. Savoir partir sauve les autres. Savoir partir sauve les autres. En 2014, j'ai animé une interview face à un journal allemand. J'ai demandé au président Ouattara d'être le meilleur en Afrique en faisant revenir Gbagbo Laurent. J'ai demandé au président Ouattara d'être le meilleur en Afrique en sachant partir après ces 2 mandats. Mais malheureusement, cela n'a pas été... Et je voudrais parler à son entourage. C'est le plus souvent l'entourage qui nous met dans les erreurs. Mais je réitère que le président Ouattara ne se présente pas. Oui, parce que 3 mandats, c'est énormément suffisant. On a toujours l'habitude de ne pas quitter le plat quand il est doux.
Mais après, c'est nous qui avons mal au ventre quand on se force à manger. Quand tu ne veux pas que la nourriture pourrisse, c'est toi qui pourris à la fin. Moi, je pense que c'est plus simple. Hein? D'abord, la paix. Si nous la voulons, elle est dans notre cœur. C'est parce que nous ne la voulons pas. Sinon, si nous la voulons, on peut faire des sacrifices. Je suis écrivain et dans l'un de mes tests, j'ai dit, si ma paix dépend de toi, alors rends-la-moi. Si la paix de la nation, si ta paix dépend de moi, mais tu vivras en paix. Voilà deux vers. Si ma paix dépend de toi, rends-la-moi. Si ta paix dépend de moi, tu vivras en paix. Car je te la rendrai. Je pense que la Côte d'Ivoire doit être sincère envers elle-même. Les Ivoiriens doivent être sincères envers eux-mêmes. Nous voulons la paix ou nous voulons la guerre. Tant que nous voulons la paix, on peut y arriver. Parce qu'on a la paix dans le cœur. On a le président Félix Houphouët-Boigny a dit, la paix, c'est un comportement. Ce n'est pas un vain mot. Chers camarades, nous allons vers la guerre. Il faut que je vous le dise. Pour qu'on arrive à la paix, on peut faire des sacrifices. Et faire un sacrifice, les saints l'ont fait. On parle de Mohamed, on parle de Jésus. Mais ils ont donné de leur vie pour que vous adoriez Dieu. Mais nous, les humains, on va tous les jours adorer Dieu, mais on ne sait pas faire le sacrifice. Si on veut la paix en Côte d'Ivoire, on peut faire le sacrifice. Mais si nous ne voulons pas faire de sacrifice, c'est qu'on veut la guerre. Voilà deux principes à travers un syntagme. Si on veut la paix, on peut faire du sacrifice. Je demande aux Ivoiriens de faire un sacrifice, de s'humilier et de laisser librement la Côte d'Ivoire aller au développement. Parce que pour ma part, c'est toi et moi qui conduiront la Côte d'Ivoire au développement ou à la guerre. Je voudrais d'abord profiter de votre micro et d'ailleurs vous dire merci à vous-même, cher excellent journaliste émérite des Unions. Je voudrais, mon parti et moi, le groupement, l'ANCI, les acteurs de la Nouvelle Côte d'Ivoire et moi, voudrions tous vous dire merci. Et surtout, dire merci à la SIED. La SIED dirigée par son Excellence Dr Blé Noladin. Je voudrais vraiment dire merci à cette institution qu'il dirige parce que il a toujours fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire et il continue de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que les partis politiques gagnent trois choses, c'est-à-dire la formation. La formation. La réconciliation par le média. Donc, il fait tout pour que les partis politiques de l'opposition et même du pouvoir se retrouvent autour de lui et il fait tout pour trouver des occasions pour que nous échangions et on fait disparaître donc nos tensions. Et en dernier, je lui dis aussi merci, Dr Blé Noladin, je lui dis merci avec l'institution, l'organisme qu'il dirige, la SIED. Nous lui disons merci parce qu'il a beaucoup de projets pour la politique en Côte d'Ivoire. Et quand nous voyons ce qu'il a comme projet, nous voudrions appeler des investisseurs à l'accompagner parce que c'est le seul organe que j'ai vu en Côte d'Ivoire qui est dirigé par un Ivoirien et qui ne dort presque pas, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il y ait plutôt la paix. Merci à la SIED, merci à Dr Blé Noladin.